Oui, la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine, encore faut-il préciser, hein, parce que Poutine ne parle pas de guerre, il parle d'opérations militaires renforcées, d'opérations militaires spéciales, je vais dire. Et cette guerre-là, c'était prévisible, voyez-vous. Lorsqu'on a vu l'évolution depuis les 10 dernières années, lorsqu'on a vu comment le multilatéralisme était en train de s'effondrer, hein, pour laisser place à un unilatéralisme pratiquement structuré autour d'une puissance principale que sont les États-Unis, on pouvait s'attendre à ce que s'il n'y a pas un dialogue direct, s'il n'y a pas un dialogue direct entre le bloc de l'Ouest piloté par les États-Unis et l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie, naturellement, à terme, la volonté de puissance et l'hégémonie de puissance devrait amener la Russie à pouvoir se poser la question sur sa propre sécurité. Et ces questions, naturellement, devraient trouver leur raison d'être, dans la mesure où on a pu voir que la guerre qui se passe en Ukraine vient après d'autres guerres qu'il y a eu. Et ces guerres-là n'étaient pas menées par les anciens du bloc de l'Est, mais par, effectivement, les alliés découlant de ce qu'on appelait le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, sous le pilotage des États-Unis d'Amérique et de leurs alliés. Alors, lorsqu'on a vu la guerre en Irak, lorsqu'on a la Libye, lorsqu'on a la Syrie, et qu'on voit les volontés expansionnistes de l'OTAN vers le bloc de l'Est, il va de soi que dans ce qu'on appelle l'équilibre des puissances, la Russie avait tout intérêt à pouvoir se poser des questions et donc s'organiser dans une posture défensive, ou alors qu'on pourrait dire offensivo-défensive à la réalité. Et c'est pour ça qu'elle refuse, la Russie, de parler de guerre en Ukraine. Et elle ne parle pas de guerre, elle parle d'opérations militaires spéciales qui visent à garantir sa propre sécurité. Sécurité par rapport à quelle menace? La menace occidentale pilotée par l'OTAN, c'est-à-dire dont l'OTAN en serait le bras séculier. Pourquoi est-ce que la Russie estime qu'elle se retrouve, qu'elle est en situation de menace, qu'elle est un pays, une région menacée? Simplement parce que si on ne questionne pas en matière, en droit international, les différents accords, parce qu'ici, il faut noter qu'il y a eu des traités, et puis, pour tous ceux qui ont pu apprendre ce qu'on appelle les conventions de Vienne, lorsqu'un traité est signé entre trois États ou organisations super-étatiques, on est obligé de les respecter. Les conventions de Vienne obligent les États signataires à respecter les traités. Et entre autres traités, il faut noter qu'il y a eu ce qu'on appelait les accords de Minsk, qui sont un traité. Et les accords les plus importants de Minsk sont les accords de 1991. Il va de soi que certains nous diront qu'il n'y a pas eu une disposition claire dans les accords de 1991 qui disait que l'OTAN ne devrait pas s'étendre vers l'Est. Mais simplement, il y a ce qu'on appelle aussi en droit la coutume. La coutume, c'est-à-dire que c'est une pratique. Les gens se sont dit verbalement et avaient l'obligation de le respecter. Hein, de le respecter. Parce que lorsque on signe en 1991, c'est pour trouver des voies et moyens qui permettrait à ce que le mur se disloque, à ce qu'il n'y ait plus deux blocs, mais à ce qu'il y ait une coopération réelle entre l'ex-bloc de l'Est et l'ex-bloc de l'Ouest. Mais dans ces accords, on dit, ok, nous on va laisser casser le mur, Gorbatchev, il est le patron à ce moment, on va laisser passer le mur va se détruire, mais en même temps, vous devez nous rassurer qu'il n'y aura pas d'expansion de l'OTAN, qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, vers l'Est. Lorsqu'il y a dislocation à la création de la CEI qui est la communauté des États indépendants, et indépendants par rapport à quoi? Par rapport à l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques. Cette communauté se met en place. Mais immédiatement après, plusieurs États de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques, plusieurs de ces États-là sont tapatés par le bloc de l'Ouest pour faire leur entrée dans l'OTAN ou dans l'Union européenne. Ce qui commence à être une menace. Donc, du point de vue du droit international, il faut ici indiquer qu'il y a, de mon point de vue, une violation, des accords de Minsk. Il y a eu 5 types d'accords de Minsk. Il y a eu des accords de Minsk en 91, il y en a eu en 94, en 95, en 2014 et en 2015. Hein?
Mais les plus importants ici sont les accords de 1991 et les accords de 2015. Est-ce que ces accords ont été violés? Oui, de mon point de vue, ces accords n'ont pas été clairement respectés. Mais est-ce qu'on a attaqué l'Union des Républiques socialistes soviétiques, l'ex-URSS? Non, on ne l'a pas attaqué, mais on a mis en place un dispositif militaire, politico-militaire, qui, de jour en jour, renforce la menace vis-à-vis de l'ex-Union des Républiques socialistes soviétiques. Donc, Poutine entre donc en guerre, ce qu'il refuse d'appeler la guerre, et là, ce n'est pas une nouveauté camerounaise, une nouveauté russe. Hein. Aujourd'hui aussi au Cameroun, on est en guerre, mais on préfère nous dire qu'on est en opération militaire renforcée dans les régions du Dosso. Donc, Poutine aussi a dit qu'il n'est pas en guerre. Mais simplement, même si on peut le comprendre en droit international, de cette manière-là, on ne saurait comprendre que pour ces raisons offensivo-défensives, qu'on se retrouve avec des centaines de civils qui sont aujourd'hui tués, qui n'ont pas demandé à être là où ils se retrouvent. Donc voilà le problème que nous pouvons poser. Ça veut dire, de manière concrète, oui, le droit international, de mon point de vue, est violé. Oui, la Russie est en guerre et les civils, en quantité, sont en train d'être détruits. Alors, il y a une bourgade qui a lieu aujourd'hui, qui voudrait faire croire que la Russie est devenue un agresseur. Et là, ça pose un problème central, un problème fondamental. On est aujourd'hui dans le champ des relations internationales. Est-ce que ceux qui présentent la Russie comme étant l'agresseur sont en phase avec la nouvelle gouvernance internationale? Le droit international a beaucoup évolué, mais évolué en faveur de qui? Peut-être pas en faveur des peuples. Il me semble que cet argument aurait été très recevable si au préalable, ceux qui portent ce message de la Russie, l'agresseur, s'étaient interrogés sur leur propre comportement. Est-ce que certains précédents, dans le cadre de la gestion des relations internationales, dans le cadre du rapport des États avec l'organisation supranationale qui est les Nations Unies, est-ce que cette lecture de l'histoire de ces relations internationales n'amène pas ou n'oblige pas certains États à se mettre dans une posture offensivo-défensive? Je vais expliquer pour dire que lorsque l'Irak se retrouve à être bombardé, agressé, comme ça a été le cas, et pour des raisons qui manifestement n'étaient pas fondées, puisque l'Occident même a reconnu qu'à la réalité, on a utilisé des mauvaises preuves, des mauvais justificatifs pour aller tuer Saddam Hussein et détruire son pays. Lorsqu'on se rend compte que le président Kadhafi, en Libye, a été victime de la même complicité du bloc occidental, hein, où des gens sont tenus et ont décidé d'obtenir un mandat de l'ONU, qui a été d'ailleurs modifié, trafiqué, pour envahir un pays et tuer un chef d'État en exercice. Lorsqu'on a ces quelques précédents, il me semble que un pays sérieux qui analyse la menace au regard de ces faits historiques est obligé de s'organiser dans une posture défensive. Or, si la posture défensive voudrait qu'il éloigne de lui, il éloigne de ses frontières toute possibilité de menace au regard du rapport de force militaire, au regard de la puissance des armes et la puissance des armes en termes de couverture géographique, hein, de la puissance des armes, alors à ce moment-là, la Russie cesse d'être l'agresseur, ou du moins le seul agresseur. Les agresseurs seraient l'ensemble de ceux qui font la décision mondiale, qui, n'ont pas fait l'adjurement nécessaire pour se remettre en question et redéfinir un nouvel ordre économique en partant un nouvel ordre politique international, en partant du fait qu'ils ont fait des erreurs dans le passé, ils ont créé des injustices, il fallait les réparer à l'avance. Si ça n'a pas été le cas, on peut comprendre des attitudes tout aussi regrettables de l'Union soviétique, de la Russie, notamment de M. Poutine, et sa posture d'agresseur ne serait plus considérée comme telle, puisqu'aujourd'hui, il faut le voir, il faut le dire, dans la plupart des pays où l'Occident a été considéré comme étant agresseur, Poutine est considéré comme étant un sauveur. Donc, et ça pose deux types de problèmes en définitive. Je suis quand même embêté
de voir l'hypocrisie avec laquelle le monde occidental gère cette crise ukrainienne. C'est comme si subitement, on aurait découvert qu'il y a une catégorie d'hommes qui existe et qui a plus de droits que d'autres catégories. On vient de voir avec la guerre en Ukraine que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été renforcé par les parts 1 sur les droits civils et politiques et autres, que cet article 1 n'est valable que pour certains. Parce que l'article 1 dit quoi? Les hommes naissent libres et égaux, sans distinction de race, de religion, de coutume et autres. Mais ici, on se rend compte que un blanc, comme un Ukrainien, est plus un homme qu'un Irakien, ou simplement est plus un homme qu'un Palestinien. La Palestine au quotidien, les Palestiniens au quotidien sont bombardés par le Tsar, l'armée israélienne. L'État palestinien, qui pourtant fait l'objet d'une résolution de 1948 des Nations Unies, n'a toujours pas le droit d'exister. Et que dans un consensus international, on réussit à accepter que le président palestinien ne peut pas s'appeler président, parce que ce faisant, il sera un chef d'État, donc ça veut dire qu'on reconnaît l'État palestinien. On est obligé d'appeler le chef de l'autorité palestinienne. C'est un consensus médiocre, un consensus dangereux à l'international, qui est une récusation même du droit international à la réalité. Puisque ce consensus viole les résolutions de 1948 et les 14 autres résolutions qu'il y a eu et qui ont été prises par le Conseil de sécurité pour permettre aux deux États décidés en 1948, c'est-à-dire l'État de Palestine et l'État israélien, d'être ensemble. Au nom de quoi toutes ces personnes qui sont tuées au quotidien et qu'Israël se donne le droit de collecter les impôts et de donner à l'autorité palestinienne quand il veut, asphyxiant ainsi les populations. Comment on ne peut pas considérer que c'est un crime contre l'humanité, à la réalité? Pourquoi est-ce que c'est quand on bombarde les Ukrainiens en Europe qu'on estime que non, il y a une violation grave des droits de l'homme? Là, ces droits de l'homme à plusieurs vitesses, ça n'est pas ce que j'ai appris à l'école, ça n'est pas ce que nous avons appris dans l'école des Blancs-là. Et donc, du coup, vu sous cet angle-là, il y a comme peut-être un sacrifice réparateur. On pourrait dire que le sacrifice du peuple ukrainien, et vraiment je suis tout cœur avec eux, il faut condamner toute guerre, mais ce sacrifice est peut-être le sacrifice, on est en période pour les chrétiens, en période de Pâques, c'est le sacrifice qu'il faut faire peut-être pour réguler de nouveau le monde entier. Il faut qu'au sortir de cette guerre, ou à partir de cette guerre, qu'on reconsidère l'homme dans sa dimension pleine, que tous les hommes naissent libres et égaux. Et lorsque ça fait mal chez un Palestinien ou chez un Africain, on doit pouvoir voir de la même manière que ça fait mal chez un Ukrainien ou un Français ou un Américain, à la réalité. Donc, de ce point de vue, j'estime que c'est peut-être une guerre réparatrice, c'est peut-être une guerre qui va permettre de redéfinir le droit international, de redéfinir la gouvernance des relations internationales, et même de redéfinir la manière de structurer le rapport de force et de prise de décision au niveau des instances qui gouvernent le monde, notamment les Nations Unies, au travers que ce soit l'Assemblée Générale ou le Conseil de Sécurité qui doit être reformé. Lorsqu'on a fini de le dire, l'autre question c'est, parce que, il faut le dire quand même, nous avons quand même au sorti de cette guerre, pendant que cette guerre se déroule, parce que j'embraye avec l'Afrique, lorsque cette guerre se déroule, j'ai été quand même un peu scandalisé de voir mes amis des Reporters sans frontières, avec lesquels j'ai de très bonnes relations, s'offusquer, et cela créant donc un ramdam international occidental sur le fait qu'à la réalité, il y a eu une suspension de certains médias au Mali. Et je me suis demandé, comment est-ce qu'ils ont pu dormir pendant tout ce temps? Est-ce que, depuis qu'on a suspendu les médias russes en Occident, ils étaient dans quel sommeil? Pour se réveiller subitement, pour voir que la liberté d'expression au Mali était remise en question par rapport à ceci à cause de la suspension des médias. Au nom de quoi certains individus peuvent croire qu'ils se donnent le droit de discriminer sur le type de médias qu'on devrait pouvoir suivre? Au nom de quoi estiment-ils que RT ou bien Sputnik de Russie ne doit pas émettre en Europe et qu'on est obligé de subir France 24 ou RFI et autres? Il me semble que là, ça pose un problème central du rapport de l'Afrique à l'Occident et aux normes occidentales de régulation internationale du monde, à la réalité. L'Afrique doit pouvoir reprendre sa position, et c'est pour ça que la guerre en Ukraine devrait avoir un impact fondamental sur l'Afrique. Pas seulement parce que le blé
Hein, le blé, nous subissons déjà les conséquences du blé, comme on est en train de voir dans plusieurs pays africains, y compris le Cameroun. Le pain, la baguette de pain qui est passée de 125 à 150, c'est les conséquences de la guerre, nous dit-on. Bien entendu. Mais c'est aussi une aberration que de dire que l'Afrique, qui a une quantité, l'une des plus grandes réserves de thé arabe dans le monde, se retrouve à être importateur du blé qui doit venir d'Ukraine ou de Russie pour son pain. Alors même qu'il y a quelques années ici, lors de certaines rencontres agricoles, on nous a démontré que les productions de patates et autres pourraient nous permettre de nous dispenser de cette dépendance vis-à-vis du blé. Cela veut dire que la guerre aura des conséquences sur l'Afrique, mais à court terme, ça aura des conséquences graves, parce qu'effectivement, il y aura un surenchérissement de la vie, il y aura le pouvoir d'achat va baisser du fait de l'inflation, il va de soi, l'Afrique va subir. Mais simplement, c'est peut-être aussi ce que j'appelle aussi le sacrifice nécessaire. Parce qu'on va subir, il faut repenser, nos relations avec l'Occident. Il faut repenser notre coopération bilatérale et multilatérale, nos rapports avec les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, nos rapports simplement avec la gouvernance nationale dans différents pays. Parce qu'il faut qu'il y ait un leadership, des leaderships réellement endogènes en Afrique, qui permettent de comprendre que, on ne peut pas avoir l'une des plus grandes réserves d'or, de bauxite et autres dans un pays et attendre que c'est l'Occident qui vienne nous aider à extraire et à distribuer, à vendre les études. On ne peut pas imposer à un pays Areva pour exploiter ses ressources qui vont servir pour alimenter les industries dans un pays qui revient nous dicter la manière de fonctionner. Il faudrait que l'Afrique se prenne conscience du fait que c'est elle qui a les plus grandes réserves du sous-sol dans le monde. Et que ces réserves-là sont convoitées par l'Occident. L'Occident en a besoin. Donc, dans la redéfinition du rapport de l'Afrique avec le monde, c'est l'Afrique qui doit dicter les règles de jeu et non l'inverse. Parce que, après l'époque de la colonisation, l'esclavage, la colonisation et des indépendances forcées, on doit arriver à l'époque de la renaissance de l'Afrique. Et cette renaissance de l'Afrique passe par le fait que Poutine pose un acte qui peut être certes criminel parce que les gens meurent, mais cet acte permet de redéfinir les relations de l'Afrique avec le reste du monde. Parce que, comme on l'a dit, comme je viens de le dire tout à l'heure, la suspension de RFI au Mali et le tollé général que ça a créé en Occident amène à comprendre qu'à la réalité, les autres sont organisés à utiliser même des médias pour imposer leur idéologie, leur orientation communicationnelle de pensée à l'Afrique, mais l'Afrique s'est laissé embarquer dans ce jeu sans s'organiser. RFI, par exemple, et France 24, personne n'ignore que c'est des médias de service public en France, à la réalité, qui sont des dépositaires de la politique française. Ils sont chargés de faire ingurgiter ce qui est pensé au Quai d'Orsay dans les pays africains, à la réalité. Alors, au nom de quoi est-ce que nous sommes obligés de nous aligner à cette démarche communicationnelle? Au nom de quoi les pays africains ne devraient pas pouvoir aujourd'hui se redéfinir? Et se redéfinir veut dire quoi? Veut dire être conscient de son potentiel, de ce qu'on représente en termes de sol, de sous-sol, en termes de ressources naturelles et autres. Être conscient du fait que du détenteur du pouvoir, c'est nous qui avions le pouvoir. Et ensuite maintenant, définir les règles de jeu par rapport à ceux qui ont besoin de ce que nous avons et qu'eux, ils n'ont pas, à la réalité. Je me suis toujours interrogé de savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que les dirigeants africains, surtout même camerounais, font pour avoir ce type de rapport qu'ils ont avec la France aujourd'hui. Où un gars va venir vous prendre 1000 milliards dans vos caisses et aller, le jour où il vous donne 10 milliards de crédit, c'est des grandes communications pour dire la magnanimité de la France, et ainsi de suite. La France nous a aidés sur ceci. Non, pas du tout, il ne nous aide pas du tout. Il puise nos ressources. Or, aujourd'hui, l'Afrique a tout ce qu'il faut. Les ressources humaines de qualité, les ressources naturelles incommensurables. Et pourquoi est-ce que l'Afrique ne tirerait pas profit de la guerre en Ukraine pour se repositionner? Et ce qui se passe au Mali, c'est quelque chose de très bien. Ce qui se passe en République centrafricaine, c'est quelque chose de très bien. Et surtout, mais je dis, il ne s'agit pas de substituer le colon d'hier par un néocolon d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de chasser la France pour aller maintenant entrer dans les bras de la Russie ou de la Chine sans considération. Il s'agit pour l'Afrique de prendre conscience du fait que c'est elle, au XXIe siècle, qui a le pouvoir
Parce que qui a les ressources a le pouvoir. Qui a l'énergie a le pouvoir. Qui a le sol a le pouvoir. Vous n'aurez jamais de fusée, d'avion et autres si vous n'avez pas, par exemple, les ressources qui sont produites au Mali. Vous n'avez pas la bauxite qui se trouve aujourd'hui au Cameroun, ainsi de suite. Donc, de ce point de vue, la guerre en Ukraine, c'est une bonne chose pour nous, Africains. C'est une bonne chose parce que ça nous ramène, ça nous amène à voir exactement la lecture que les Occidentaux ont de leur rapport avec le reste du monde, notamment avec l'Afrique. Ça nous amène à voir la considération discriminatoire que les uns et les autres ont de l'homme. L'homme, lorsqu'il s'agit de l'Africain, n'est pas le même homme lorsqu'il s'agit d'un Européen, à la réalité. Et quand on a fini de comprendre et de prendre conscience de tout cela, ça nous amène aussi à prendre conscience du fait que les médias occidentaux au quotidien abrutissent l'Afrique. Et donc, il faut repenser le monde de la communication comme Kadhafi l'avait pensé, pour que l'Afrique se donne de ses propres satellites, à la réalité, pour que ce qui irrigue le monde en termes d'information soit une information plurielle et parmi laquelle une information purement africaine. Lorsqu'on aura compris tout cela, on va dire cette guerre, c'est quelque chose de bien pour nous, parce qu'on a compris où le rapport de force mondiale, et l'Afrique aura pris conscience du fait qu'elle doit se redéfinir, se repenser, et donc se donner une nouvelle gouvernance qui permet de revenir en termes de négociation avec ses partenaires, pas en termes de pays assistés, mais en termes de pays qui va assister les autres. Merci. C'est bon, très bon.